Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Social Café, votre rendez-vous écologique du week-end. Nous sommes au Salon de l'Agriculture, sur le stand du Biogaz Café dans le hall 4. Aujourd'hui, nous recevons Alain Coulombelle, porte-parole du parti Europe Écologie Les Verts. Au programme de Social Café, on s'intéresse à la transition écologique entamée par la France. Est-elle suffisante? Est-ce qu'elle est compatible avec la politique menée par le gouvernement? On verra ça avec Axel Rebaud. Et puis, on vous a demandé de poser vos questions à Alain Coulombelle sur les réseaux sociaux de Fréquence ESJ. On y répondra en fin d'émission. Social Café, c'est parti. Bonjour Alain Coulombelle, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Avant d'évoquer donc la politique du gouvernement en matière de transition écologique, on revient un peu sur votre parcours. Alain Coulombelle, vous êtes agrégé d'économie et gestion, vous êtes ensuite devenu enseignant. À quel moment vous vous êtes tourné vers la politique? Très tôt, puisque je suis engagé d'abord dans les mouvements lycéens étudiants lorsque j'étais moi-même étudiant. Et puis ensuite, très vite, j'ai intégré les Verts dans les années 90. Donc vous voyez, 90 aujourd'hui, ça fait presque 30 ans que je milite. Parlez bien dans le micro s'il vous plaît. Oui, ça fait presque 30 ans que je milite aujourd'hui au sein de l'écologie politique. Ça a d'abord été les Verts. Ça a toujours été les Verts? Ça a toujours été les Verts, parce que je pense qu'effectivement, les questions écologiques qu'on posait déjà il y a une trentaine d'années étaient déjà d'actualité. L'opinion publique n'en avait pas pris suffisamment conscience, mais on voit aujourd'hui, au bout de 30 ans, que les positions, les analyses et les propositions qu'on fait depuis une trentaine d'années sont rentrées très largement dans la sphère publique. Et je pense qu'effectivement, il était nécessaire, dès le départ, il y a une trentaine d'années, déjà de s'engager dans ce mouvement. Justement, donc, vous êtes devenu ensuite conseiller municipal à Thonon en 2001 et conseiller régional en 98. Est-ce qu'à cette époque, où on parlait tout de même beaucoup moins justement de l'écologie, vous avez réussi à vous faire entendre? Au sein de l'institution régionale, nous étions un groupe extrêmement fort. C'est-à-dire que quand je suis rentré au conseil régional à l'époque Rhône-Alpes, on avait plus d'une trentaine d'élus sur l'ensemble du conseil, ce qui faisait qu'on pesait très fortement dans une alliance effectivement avec le Parti socialiste à l'époque, mais on pesait fortement dans la définition des propositions du conseil régional. Donc oui, nous avons eu dès les années 90 suffisamment de pouvoir dans les institutions régionales pour pouvoir faire avancer les choses. En 2016, donc, vous êtes élu secrétaire national adjoint d'Europe Écologie Les Verts. Vous deviez chapeauter la rédaction du projet politique d'Europe Écologie Les Verts. Ça veut dire que vous étiez en fait la personne avec le plus de conviction, avec le plus d'idées à Europe Écologie Les Verts? Non, c'est simplement que je suis depuis de nombreuses années très sensible à la question théorique. Je pense que la pensée politique doit aussi évoluer en fonction aussi de l'environnement dans lequel on se situe, et qu'il y avait nécessité effectivement de renforcer le pôle projet d'Europe Écologie Les Verts. Non pas que nous n'avions pas jusque-là un projet, un programme, des propositions, mais au moment où je suis rentré comme secrétaire national adjoint, nous avions à préparer les présidentielles et les législatives d'il y a 3 ans. Et à ce moment-là, effectivement, il m'a semblé très utile et très important que nous renforcions notre projet politique. C'est à cela que je me suis attaché. En combien de temps vous avez pu renforcer ce projet politique? Écoutez, il m'a fallu plusieurs mois. Je n'ai pas fait ça tout seul, bien entendu. J'ai simplement été un animateur, si vous voulez, de la construction de ce projet. Mais il a fallu plusieurs mois en lien avec les commissions thématiques qui existent au sein de notre mouvement. On a une vingtaine de commissions thématiques qui existent et qui continuent à fonctionner entre les échéances électorales et qui, sur chaque thème, que ce soit le développement durable, l'énergie, le transport, les mobilités douces, etc., planchent pour alimenter notre projet au fur et à mesure de l'actualité. Vous militez également pour ATTAC, l'association pour la taxation des transactions financières et l'aide aux citoyens. Europe Écologie Les Verts et ATTAC, ce sont les mêmes idées? Ce n'est pas tout à fait les mêmes idées. Il y a évidemment des différences d'approche de la vie politique, puisque ATTAC n'est pas une association politique au sens où elle ne se présente pas aux échéances électorales. C'est le rôle d'un parti politique que d'avoir aussi
des candidats à chaque élection. Et donc les approches, si vous voulez, de la vie politique ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'analyse, on a énormément de convergence avec Attac. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je fais partie d'un groupe local, Attac. Merci Alain Coulombelle. Je vous en prie. Aujourd'hui, tout comme les électeurs, toute la scène politique française, ou presque, a saisi l'enjeu donc de la transition écologique. Tous se disent prêts à agir pour l'environnement. Cependant, les solutions proposées par les partis pour mettre en place une vraie politique écologique diffèrent. Bonjour Axel Rebaud. Bonjour Manon Blangis. Alain Coulombelle, bonjour. Bonjour. Est-ce que la politique de libéralisme économique d'Emmanuel Macron, elle est compatible aujourd'hui avec une politique écologique ? Sûrement pas. Sûrement pas. C'est d'ailleurs une des grandes difficultés. Il faut bien faire comprendre que ce que nous proposons aujourd'hui en France, mais aussi en Europe, puisqu'on a d'autres formations politiques se réclamant des Verts un peu partout en Europe, ce que nous réclamons, c'est une transformation importante du modèle de production et de consommation qui est le nôtre aujourd'hui et qui n'est pas compatible dans sa forme et dans ses propositions avec le néolibéralisme actuel. Aujourd'hui, l'ennemi, c'est la mondialisation qui met à mal l'environnement ? Entre autres, pas simplement, mais effectivement, d'ailleurs, si vous voulez, une des incohérences de ce gouvernement actuel, c'est que d'un côté, effectivement, il indique le fait qu'il a fait de l'écologie une de ses priorités et en même temps, il va négocier des accords bilatéraux ou multilatéraux avec les pays, par exemple, du Mercosur ou le CETA, ou etc. Le Vietnam, dernièrement... Aujourd'hui, Alain Coulombelle, il faut qu'on sorte de tous ces accords de libre-échange avec le CETA, avec donc, le Brésil. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre de renoncer à commercer avec les États-Unis, la Chine, le Brésil, l'Union européenne ? Non, il ne s'agit pas de refuser effectivement l'échange, le libre-échange. Il s'agit d'indiquer un certain nombre de contraintes fortes sur les traités pour que ce libre-échange ne conduise pas à des développements... Quel genre de contraintes il faudrait mettre en place concrètement ? Les contraintes, par exemple, sur le transport maritime. Parce que le libre-échange avec les États-Unis ou avec la Chine ou avec d'autres grands de ce monde, c'est un certain nombre de transports, de mobilités constantes qui se font entre ces pays-là. D'ailleurs, je ferai un petit aparté, mais le coronavirus montre bien aujourd'hui la vulnérabilité de nos systèmes économiques lorsque une épidémie comme celle du coronavirus se met en place au niveau mondial. Les échanges commerciaux par bateau, quand même, ils sont peut-être préférables par exemple aux échanges par avion, qui eux sont extrêmement polluants également. On ne devrait pas plutôt essayer de limiter ce genre de déplacement ? Ce qu'on doit limiter, c'est un ensemble d'échanges que nous considérons comme aujourd'hui contre-productifs. Il y a un certain nombre. Il n'est pas, si vous voulez, notre dépendance, par exemple, à la Chine en matière de produits pharmaceutiques, par exemple. On l'a vu là ces derniers temps, certains s'inquiètent de savoir si un certain nombre de médicaments élémentaires, comme le paracétamol, pourront de nouveau être distribués en France dans les semaines qui viennent. Parce qu'on est dépendant de la Chine par rapport à ce genre de produits, ce qui est quand même une manière d'ancrer notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur dans des secteurs d'activité qui sont stratégiques. Selon vous, cette interdépendance commerciale, elle est néfaste ? Il faudrait qu'on soit autosuffisant, nous, la France ? En tout cas, il faut s'orienter vers effectivement une forme d'autosuffisance. Je ne dirais pas de la France, mais au moins de l'Europe. Je pense que la France est un acteur important au niveau européen et que c'est à l'Europe de se donner les moyens effectivement d'une certaine autonomie. D'ailleurs, la politique agricole commune, lorsqu'elle a été mise en place, elle avait comme objectif de rendre l'Europe autonome en matière alimentaire. Or, aujourd'hui, ce n'est qu'à moitié vrai, puisque une partie de l'activité agricole aujourd'hui en France ou en Europe dépend des importations qu'on peut faire, par exemple avec le Brésil et le soja transgénique, par exemple. On voit qu'une partie de l'élevage français dépend d'une alimentation qui vient de l'extérieur. Donc on a vraiment un gros travail de recentrage à faire sur le pôle européen. Si on croit à l'Europe, c'est véritablement un outil, un levier tout à fait tout à fait prépondérant dans la lutte ou dans l'objectif qu'on pourrait s'assigner en matière d'autosuffisance alimentaire ou d'autonomie en matière industrielle. Donc ça, c'est pour les échanges commerciaux, donc de marchandises. Vis-à-vis des échanges de personnes, est-ce qu'il faudrait par exemple augmenter le prix du
d'un Paris-New York, par exemple? Il faut qu'on incite les Français à moins voyager par avion aujourd'hui? Bien entendu, bien entendu. Je pense que le tourisme tel qu'il s'est développé ces dernières années est aujourd'hui contre-productif par rapport aux enjeux écologiques, en particulier les enjeux climatiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Si on prend véritablement au sérieux l'urgence climatique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il faut trouver tous les dispositifs qui permettent de ralentir l'émission de gaz à effet de serre, donc le réchauffement climatique. Et une partie de ces gaz à effet de serre sont effectivement émis par les transports, en particulier le transport routier, mais aussi le transport aérien. Donc il faut, nous préconisons une taxe importante sur le kérosène, sur la consommation de kérosène, qui pourrait aller ensuite à la transition écologique de l'économie. Mais cette taxe, est-ce qu'elle ne va pas du coup alourdir la charge écologique, notamment sur les foyers les plus pauvres en vérité, ce seront eux du coup qui ne pourront pas se payer ces vols, alors que les plus riches, et donc notamment également les entreprises, elles vont pouvoir se permettre de continuer à polluer, notamment par les avions. Non, vous avez raison. Le constat qu'on a pu faire au moment du déclenchement de la crise des Gilets jaunes, c'était au moment effectivement où le gouvernement a voulu mettre en place une taxe carbone. Cette taxe carbone engendrait un surcoût au niveau effectivement de la consommation des ménages les plus pauvres, et qu'il faut trouver, si vous voulez, concilier à la fois la justice environnementale climatique et la justice sociale. Donc dans le cas que vous indiquez, il est important qu'on ait des compensations vers les ménages les plus en difficulté, ceux qui sont les plus dépendants de leur voiture pour aller par exemple à leur travail, ou en tout cas pour réaliser leur trajet domicile-travail. Il faut arriver à trouver des compensations. Si le gouvernement s'est planté au moment de la taxe carbone, c'est qu'il n'avait pas envisagé, effectivement, comme Hulot d'ailleurs l'avait préconisé très en amont, il n'avait pas envisagé de compensation pour les ménages les plus fragiles. Vis-à-vis de la transition écologique, j'aimerais qu'on parle du nucléaire, Alain Colombel. Le nucléaire, je m'en doutais. Le nucléaire, est-ce qu'il faut qu'on en sorte aujourd'hui ? Vous connaissez notre position. Je pense qu'effectivement, si on veut véritablement s'orienter vers une transition écologique de l'énergie, en tout cas vers une transition énergétique, et on doit changer notre mix énergétique en France. Le nucléaire aujourd'hui représente en gros 70% de la consommation d'électricité en France. On doit pouvoir réduire progressivement effectivement notre dépendance. Mais pourtant le nucléaire aujourd'hui ne pollue pas. Ne pollue pas. Aujourd'hui, on a un sondage BVA qui est paru dans Le Point, qui montre qu'il y a 86% des Français de 18-34 ans qui considèrent que le nucléaire rejette énormément de gaz à effet de serre et donc participe au réchauffement climatique. Or, selon les scientifiques, la part de CO2 rejetée dans l'atmosphère par les centrales nucléaires, c'est comparable aux éoliennes. Donc pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on se prive d'une énergie nucléaire qui nous permet d'avoir une électricité peu chère? Pourquoi est-ce qu'on devrait suivre par exemple l'exemple de l'Allemagne qui s'est passée du nucléaire pour repartir sur des usines à charbon pour compenser l'intermittence des énergies renouvelables et qui donc aujourd'hui pollue 2 fois plus que la France? Alors sur la question allemande, puisque c'est effectivement un argument qu'on nous présente très souvent, il n'est pas vrai de dire aujourd'hui que l'Allemagne accroît sa consommation. Aujourd'hui, la part des émissions de CO2 dans l'Union européenne, pour l'Allemagne, elle est de 22,5%, la France, seulement 10%. Oui, mais parce que, si vous voulez, en France, il y a l'énergie nucléaire et il y a aussi l'hydroélectricité. Donc effectivement, c'est deux énergies qui émettent moins de CO2 que les autres formes d'énergie, charbon, pétrole, etc. Alors, si nous sommes depuis très longtemps opposés au développement de l'énergie nucléaire, c'est pour plusieurs raisons et qui ne sont pas simplement des raisons liées à l'émission de gaz à effet de serre. D'abord, c'est une énergie dangereuse. Si il nous arrivait demain un accident du type Tchernobyl ou du type Fukushima en France, c'est quasiment le quart du territoire national qui serait impacté par ce type d'accident. Donc c'est une énergie dangereuse. Les centrales nucléaires ne sont pas des centrales neutres. C'est véritablement des structures qui ont un potentiel de dangerosité très important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Rapidement, s'il vous plaît, Alain Colombel. Ah bon, très rapidement. La deuxième chose, c'est que la gestion des déchets nucléaires, on ne sait toujours pas quoi en faire. Donc on produit chaque année des tonnes de déchets nucléaires qui sont stockés
aujourd'hui en subsurface, c'est-à-dire à la surface, mais dont on ne sait absolument rien de leur traitement. Et troisième argument, c'est une énergie qui coûte très cher. Donc vous avez vu par exemple les dépassements qui sont actuellement constatés sur les projets EPR un peu partout en Europe. Il y en a un certain nombre en France. On a des dépassements de budget qui sont très importants depuis le début du projet EPR. Donc pour ces trois raisons-là, nous pensons qu'effectivement il est indispensable de réfléchir à un autre mix énergétique. Et dans ce mix énergétique que nous proposons, il y a effectivement le développement des énergies renouvelables. Merci Alain Coulombelle. Merci Axel Rebaud. On se tourne maintenant du côté des réseaux sociaux de Fréquence ESJ. On vous a proposé de poser vos questions à Alain Coulombelle, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. On en a donc sélectionné quelques-unes. Première question, une de Camille qui explique qu'aujourd'hui, tous les partis ont leur propre programme en matière d'écologie. En quoi donc Europe Écologie Les Verts se démarque encore du reste des partis ? Eh bien, le point principal, c'est la cohérence de notre projet. C'est-à-dire que notre projet est un projet qui va effectivement des mobilités jusqu'à l'énergie, en passant par l'aménagement du territoire, etc., etc. C'est un projet cohérent qui essaie de hiérarchiser ses choix et qui, en fonction effectivement de l'urgence climatique qui est la nôtre, essaie de hiérarchiser l'ensemble de ses propositions. Je vais vous donner un exemple qui est tout à fait frappant. Moi, je viens d'un département où, la Haute-Savoie, où il y a à la fois la mise en place en décembre d'un transport ferroviaire à haute fréquence qui s'est mis en place entre la rive lémanique française et Genève pour réduire l'impact des transports routiers entre la France et Genève. Parce qu'on est un territoire où il y a énormément de transfrontaliers qui travaillent à Genève. Et parallèlement donc, à ce beau projet qui a été mis en place en décembre, on veut parallèlement mettre en place un nouveau tronçon autoroutier de 16 km entre Thonon-les-Bains et Annemasse, qui est une ville frontalière avec Genève. C'est incohérent. C'est-à-dire que pour nous, la cohérence du projet devrait nous faire abandonner effectivement toutes les infrastructures autoroutières de ce type pour développer uniquement les mobilités douces comme le ferroviaire, etc. Donc c'est la cohérence du projet global. Là, je vous ai cité juste un exemple, mais c'est la cohérence de notre projet global qui fait la différence avec le reste des partis politiques. Autre question, une de Bastien. Pourquoi on voit si peu les écologistes dans les médias pour les élections municipales alors que vous auriez l'occasion de conquérir de nombreuses villes? Est-ce qu'il y a un problème de communication? Ah non, je crois que la preuve en est avec moi, c'est que quand on nous invite, on vient. Je veux dire, donc il n'y a pas de problème de communication entre les écologistes et les médias. C'est à eux de nous inviter et nous répondons toujours favorablement, sauf à quelques exceptions près, aux invitations des médias. Donc il n'y a pas de véritable problème. Sur les municipales, je crois que ce n'est pas tout à fait vrai de dire que nous ne sommes pas présents dans les médias. En tout cas, pas forcément dans les médias, mais aussi dans la vie quotidienne. On n'entend pas tellement la voix d'Europe Écologie Les Verts dans ces élections. Là, je ne suis pas tout à fait du même avis que vous. Je crois qu'aujourd'hui, tous les sondages montrent que Europe Écologie Les Verts est en train de devenir la deuxième, voire peut-être la première force politique en France aujourd'hui. C'est une évolution tout à fait significative par rapport à ce qu'était Europe Écologie Les Verts il y a encore quelques années. Mais quand vous voyez les sondages qui sont aujourd'hui proposés dans les principales municipalités où nous nous présentons, on est entre 15, 25, voire 30% dans certaines communes dès le premier tour. Donc il y a un véritable appétence de la population aujourd'hui, localement en tout cas, pour ce que nous représentons. Dernière question, Alain Coulombelle, une de Hugo. Est-ce que depuis les élections européennes, où est-ce que les Verts pensent réellement modifier la politique écologique de l'Union européenne, sachant que c'est la Commission qui fait les lois et qu'elle est rongée par les lobbies? Écoutez, la question effectivement européenne est une question très importante. Nous avons toujours pris l'option de travailler au sein de l'institution européenne pour effectivement faire bifurquer les politiques européennes. Nous n'avons pas pris l'option de certains qui considèrent qu'il faut sortir de l'Europe ou qu'il faut un plan B ou un plan je ne sais quel. Nous pensons que c'est à l'intérieur de l'institution européenne qu'on doit pouvoir effectivement faire évoluer les politiques européennes. Merci Alain Coulombelle. Je vous en prie, merci à vous.
C'est la fin déjà de Social Café. Merci de nous avoir suivis et merci Alain Coulombelle d'avoir accepté notre invitation. Je reviendrai l'an prochain. Je rappelle donc que vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux à Fréquence ESJ, Facebook, Twitter et Instagram. À très bientôt sur Fréquence ESJ.